Mesdames et messieurs, conseillers, conseillères, mairesse, maire, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Bonjour, bonsoir. Je vais redemander les cloches, s'il vous plaît, parce que nous avons besoin du quorum pour reprendre les travaux. Merci beaucoup. Nous avons quorum et nous pouvons repartir les travaux. Je vous invite à prendre place. Nous allons reprendre l'ordre du jour. Ça va? Ça va? Je vous invite à prendre place. Merci. Alors, on va reprendre l'ordre du jour. Monsieur le leader, on était rendu au chapitre 65. Alors, Madame la leader, on va reprendre l'ordre du jour au chapitre 65. Tout à fait. Alors donc, avec la motion, on va reprendre l'ordre qui était prévu avec la motion 65.01 et je vais céder la parole à ma collègue Chantal Rossi. Merci beaucoup. Alors, Madame Rossi, à vous la parole. Est-ce qu'il serait possible, entre-temps, de remettre les noms des tours de parole qui étaient précédemment sur la liste? Est-ce qu'il y en avait d'autres? OK, donc il restait juste Madame Rossi. Parfait. Madame Rossi parle à la troisième personne du singulier. D'accord. Merci. Alors, Madame la Présidente, le 28 mai dernier, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Ensemble Montréal en avait profité pour présenter une proposition très intéressante pour les femmes et les jeunes filles qui doivent parfois gérer des problèmes de règles imprévues. On va se parler entre femmes 2 minutes. Quoique, messieurs, si vous avez une femme, une fille, une blonde ou simplement des amis de filles, vous allez comprendre. Connaissez-vous une fille à qui c'est jamais arrivé d'être stressée parce qu'on est à court de tampons juste avant un cours, une activité sportive, une soirée, un examen? C'est pas une situation qui est rare. Dans un sondage mené aux États-Unis en 2013, 86% des femmes interrogées ont répondu qu'elles avaient déjà eu leurs règles de manière inattendue dans un lieu public sans avoir accès aux produits nécessaires. 86%, autant dire que ça nous est arrivé quasiment à chacune de nous. C'est pourquoi nous allons déposer et nous déposons ce soir une motion qui demande à la Ville d'assurer la disponibilité des produits menstruels tels que les serviettes hygiéniques et les tampons dans toutes les toilettes publiques des bâtiments municipaux. Le sujet a fait parler récemment à cause de ce qui s'est passé au fédéral. Nous croyons qu'il faut arrêter de voir la gratuité des produits hygiéniques menstruels comme si c'était un traitement de faveur pour les femmes. Il faut faire progresser Montréal et lui permettre d'être un leader dans la question d'égalité des sexes. C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur au Canada et dans le monde. Ma collègue Karine Boivin va vous en parler dans quelques instants d'ailleurs.
Alors, en résumé, c'est une question de gros bon sens. Si le papier de toilette, si le savon à main sont fournis gratuitement dans les toilettes publiques, il est tout à fait normal que les produits d'hygiène menstruelle le soient également. Comme vous pouvez le constater, il y a des femmes qui passent à l'action dans le Conseil pour faire avancer la cause des femmes. Alors, je laisse ma collègue Karine continuer. Merci, Mme Rossi. Mme Boisvert-Roy? Oui, merci beaucoup. Bien pensé, Chantal. Alors donc, à Montréal, on parle précisément de 370 bâtiments municipaux qui seraient visés par notre motion. On pense aux piscines, aux bibliothèques, aux musées, aux théâtres, aux centres et maisons culturelles, aux centres de loisirs et communautaires, les arénas, etc., les postes de police, bref, 370 bâtiments municipaux, incluant 33 toilettes publiques. Comme ma collègue le mentionnait, c'est dans l'air du temps. Au début du mois, en fait le 3 mai dernier, le gouvernement fédéral a proposé d'offrir ces produits gratuitement à tous ses employés. Le gouvernement a publié un avis d'intention afin de modifier le Code canadien du travail pour forcer les employeurs sous juridiction fédérale à fournir gratuitement les produits à leurs employés. Donc, on verra ce qui va découler de ça. Nous, ici, la nuance, et elle est très importante, c'est qu'on cible les toilettes publiques des bâtiments municipaux, donc la clientèle qui est visée et le grand public. Donc, ce sont tous les Montréalaises qui peuvent bénéficier de notre motion aujourd'hui. Depuis avril 2019, la Colombie-Britannique s'avère être la première province qui a commencé à offrir les tampons et les serviettes sanitaires gratuitement dans 1600 écoles publiques secondaires et primaires. La Ville de New York a installé des distributrices dans 800 écoles depuis juin 2016, également dans des refuges pour personnes itinérantes et également des pénitenciers. Le 13 mars 2019, c'est la Grande-Bretagne qui a affirmé s'apprêter à offrir gratuitement ces produits dans toutes les écoles d'ici 2020 et également plusieurs régions de la France, dont Paris, sont en discussion présentement sur la question depuis quelques mois. Si on revient au Québec, 3 étudiantes en médecine ont déposé le 13 mai dernier une pétition à l'Assemblée nationale du Québec pour demander la gratuité des produits menstruels dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Depuis longtemps, il était tabou au Québec de parler des menstruations et des inconvénients qu'elles entraînent. C'est à peine si nos politiciens et politiciennes arrivaient à prononcer publiquement le mot menstruation. Alors maintenant, ce qu'on vous dit, c'est plus maintenant. On brise les tabous. D'ailleurs, si on regarde les sondages, il y en a plusieurs qui ont été menés. Je vous en parlerai d'autres tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous parle d'un de 2017 qui a été réalisé auprès de Canadiens et Canadiennes qui démontre que 65% d'entre eux souhaitent que les gouvernements subventionnent les produits d'hygiène menstruelle dans les lieux publics. Encore une fois, l'idée étant, comme ma collègue l'a tout à l'heure mentionné, c'est de réduire le stress ou la charge mentale que peut ressentir une femme ou une jeune fille lorsqu'elle n'est pas chez elle et que ses règles arrivent de manière imprévue. Alors, ce n'est pas un gros débat de société à faire, c'est une question de gros bon sens et c'est également en toute cohérence avec le plan qui avait été adopté en 2015, pour la période 2015-2018 pour une participation égalitaire des hommes et des femmes à la vie de Montréal. Alors, on parlait d'offrir des services adaptés aux réalités vécues par les Montréalaises. Alors, par cette motion, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, c'était les remarques préliminaires que nous souhaitions faire sur la motion. Il y a eu des négociations avec notre collègue Nathalie Goulet au cours des derniers jours. D'ailleurs, je l'en remercie pour son ouverture d'esprit et le travail de collaboration qui s'est fait. Et je l'invite d'ailleurs à présenter les motions. Je pense qu'elle va, je ne sais pas si elle est en mesure de le faire tout de suite, de distribuer les amendements. Parfait. Alors, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Alors, la parole à Mme Goulet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, en parlant de stress et de charge mentale, on vient tout juste de recevoir les amendements que je vous demanderai, s'il vous plaît, au greffe de distribuer. Merci beaucoup.
Alors, je voudrais remercier Mme Chantal Rossi, appuyée par Mme Karine Boivin-Roy, d'avoir déposé cette motion qu'on reçoit favorablement. L'intérêt de cette motion est de vouloir accommoder les jeunes filles et les femmes lors de leur période menstruelle et que la gestion de ce processus physiologique bien normal peut parfois freiner leur pleine participation à leur vie de citoyenne dans la ville. Alors, c'est d'autant plus le cas pour les femmes en situation de pauvreté. Dans les organismes communautaires, c'est un produit qu'on voit rarement dans l'offre de produits de soins personnels offerts aux personnes qui en ont besoin, aux femmes qui en ont besoin. L'accès à ces produits est aussi un réel problème pour les femmes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité particulière. C'est un enjeu féminin, mais c'est aussi un enjeu féministe. Et les pouvoirs publics doivent en discuter et prendre des décisions à cet égard. Alors, notre administration implante actuellement l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, dans la planification des projets de plusieurs services et dans 2 arrondissements. Et c'est dans cet esprit que nous avons travaillé les amendements consensuels de la motion présentée ici. Alors, pour le premier amendement, rapidement, il y a un ajout au premier amendement, et je vous le lis. Que la Ville de Montréal affirme sa volonté de prendre tous les moyens nécessaires pour rendre plus accessibles les produits menstruels aux Montréalaises dans les édifices municipaux. Au deuxième amendement, alors, le rapport de la vérificatrice générale rappelait ce matin tous les investissements nécessaires dans nos édifices publics. C'est une question de bonne gestion de fonds publics, d'une planification rigoureuse. Alors, il nous faut bien définir les modalités de déploiement d'une telle offre et les coûts associés. Alors voilà pourquoi nous proposons que la Ville de Montréal mandate la Direction générale d'évaluer d'ici le 30 juin 2020 la faisabilité, les coûts et les modalités d'une mise en disponibilité gratuite de produits menstruels pour les édifices municipaux, en tenant compte de la politique d'approvisionnement responsable et équitable de la Ville de Montréal, et d'étudier l'enjeu de l'accessibilité des produits menstruels pour les Montréalaises, notamment pour les étudiantes, ainsi que les femmes vulnérables et en situation d'itinérance. Et au troisième amendement, mais pour répondre aux besoins identifiés entre-temps, nous demandons rapidement une mise à disponibilité dans les édifices municipaux, et ce, gratuitement. Alors, troisième amendement, que la Ville de Montréal, en attendant la fin de cette étude, assure la disponibilité de produits menstruels tels que les serviettes hygiéniques et les tampons dans tous les édifices de compétences municipales où il y a présence du public, en les invitant à avoir à disposition des produits menstruels sur demande auprès d'une personne appropriée, par exemple à la réception pour les Montréalaises. Et au dernier amendement, alors dans une perspective éco-responsable, nous croyons aussi très important d'apporter ce quatrième amendement. Notre administration a dévoilé en avril sa stratégie de réduction et d'interdiction des articles à usage unique et plusieurs arrondissements agissent en ce sens avec succès. Alors, nous proposons donc que la Ville invite les arrondissements à mettre sur pied un programme de remboursement des produits menstruels réutilisables. Je vous remercie. Merci. Vous êtes appuyée par qui, Mme Goulet? Suzy Miron. Elle est appuyée par Suzy Miron. Là, je comprends juste pas parce que c'était quand même la motion. On a négocié une motion. Je pense que ça demeure notre motion. L'amendement, OK. C'est bon, merci. C'est l'appui pour l'amendement. Donc, la parole à Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup. Alors, écoutez, sans revoir chacun des amendements, notre collègue nous l'a très bien expliqué et détaillé. Ce qu'on peut seulement dire, c'est qu'évidemment, on aurait souhaité le maintien du premier attendu, mais on comprend qu'il y a une période transitoire dans laquelle l'administration doit faire les études nécessaires et de voir justement la faisabilité. Madame Goulet nous a convaincus de la volonté de l'administration à vouloir aller de l'avant et on va continuer à travailler ensemble de collaboration. Et pour ce qui est du dernier attendu pour le programme de remboursement des produits menstruels réutilisables, c'est un rajout proposé par l'administration que nous trouvons très intéressant. Alors donc, nous acceptons les modifications à la motion. Et quelques remarques pour terminer sur le dossier. Donc, je reprends un peu les propos de ma collègue Chantal Rossi. On considère que c'est une question,
notre motion, finalement, sur la disponibilité et la gratuité. On considère que c'est une question d'égalité des sexes, c'est une question d'égalité des chances. Lorsqu'on regarde les données qui sont offertes sur le sujet, on constate qu'il y a une question d'améliorer l'expérience scolaire pour les jeunes filles, des jeunes filles qui vont aller jusqu'à manquer des journées complètes d'école parce qu'elles sont indisposées. Il y a également la question de l'itinérance. On en a discuté au cours des 2 dernières journées. Il y a Mme Rosen hier soir qui est venue à la période des questions citoyennes qui nous a parlé justement de la problématique pour les femmes en situation d'itinérance. Il y a aussi en Écosse présentement et en Grande-Bretagne, on est en train de voir la disponibilité et la gratuité des produits hygiéniques féminins dans une perspective plus grande de lutte à la pauvreté. Alors, c'est définitivement une réflexion qui se fait dans cette conjecture-là. Donc, c'est également une question de santé publique. On parle, aux États-Unis, on parlait de phénomène de walk of shame. On parlait également du toxic shock syndrome. Donc, le phénomène est vraiment bien documenté. Et en bout de ligne, ça revient à dire que c'est pas une question de luxe, c'est pas une question de traitement de faveur pour les femmes, c'est une question de nécessité et c'est une question de progrès puisqu'on est 50% de la population et que c'est quelque chose qui nous arrive apparemment 1 fois par mois. Alors donc, on vous invite à voter. En fait, je pense que c'est unanime pour la suite des choses. Et puis, encore une fois, merci à notre collègue Nathalie Goulet, également à ma consoeur dernièrement, Chantal Rossi. Merci. Merci beaucoup, Mme Boisvert-Roy. Mme Rossi. Alors, on va y aller avec la motion. Est-ce qu'on fait la motion complète, avec les entendus? Ça? OK. Non, pas besoin? Pas besoin. C'est adopté? Bon, ben excellent. Mais je veux juste rajouter que vraiment, là, aujourd'hui, la cause des femmes a avancé à Montréal parce qu'on a travaillé ensemble. Puis vraiment, chapeau. Je pense que ça marque un moment, vraiment, pour les femmes à Montréal, pour les Montréalaises, et que Montréal va se démarquer à travers ça. Merci beaucoup, Mme Rossi. Alors, cette motion est adoptée, telle qu'amendée. Et on va passer au prochain point, Madame la leader, ce qui nous amène au point 65.02. Monsieur Langevin, à vous la parole. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de vol de vélo. Le vol de vélo à Montréal, c'est assez important. C'en est même, selon moi, alarmant que 5 fois par jour, il y a un vélo qui se fait voler à Montréal, qui est signalé au SPVM. Mais ce que Vélo Québec nous dit, c'est que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est que davantage, ce qui est volé comme vélo, on est autour de 8 000 à 10 000 vélos par jour. Les forums disent, le forum vélo volé que j'ai suivi dans les dernières semaines parle lui-même de 20 000 vélos. La statistique est vraiment significative, puis ça, c'est sans parler des vélos qui ne se font pas voler parce que les gens ne se sentent pas à l'aise de prendre leur vélo puis de le laisser devant du transport collectif, de peur que, quand ils vont revenir, ben, ils ne pourront plus revenir en vélo parce que le vélo ne sera plus là. On sent qu'il y a une exaspération au niveau des citoyens qui ont l'impression que la police, elle n'agit pas sur ce fléau, sur ce crime. On se dit qu'avec une administration aussi pro-cycliste qui veut contrer les vols de vélo, on se dit ben c'est peut-être le temps de justement aller de l'avant avec une motion puis se dire ben on va faire en sorte que ben il y ait davantage de monde qui prennent leur vélo parce qu'ils se sentent en sécurité de le prendre puis pas se faire voler son vélo qui est fiable. Donc plus il est fiable, puis peut-être que plus il est de valeur, puis plus il y a de possibilités qu'il se fasse voler. C'est pour ça qu'Ensemble Montréal, on présente cette motion-là qui propose des outils concrets contre le vol de vélo. Comme par exemple, quand on a regardé toute la question du burinage puis de la prévention qui est faite, on s'est dit, on a réalisé que moi-même, un dimanche, j'ai appelé, j'ai été voir si mon poste de quartier, je pouvais passer juste de même au courant de la semaine pour aller buriner mon vélo. Pas possible. Donc, on m'a dit, il y a des événements durant l'année, puis ben, OK, finalement, j'ai pas le temps, puis ça passe à autre chose, puis je me dis que la plupart des citoyens, ça doit être la même chose. Fait que ce qu'on dit, c'est que
il y a, dans le fond, au SPVM, un système, mais c'est peut-être pas assez adapté à la réalité des Montréalaises, puis c'est peut-être juste pas assez adapté. Donc, au niveau des abris vélos, mais on dit quand même que le burinage, c'est quand même une étape, c'est quand même quelque chose qui est bien, mais maintenant, on se dit peut-être que ça devrait être des données ouvertes, ça devrait peut-être pas juste être accessible aux policiers. Au niveau des abris vélos, c'est un autre élément qu'on se dit qu'il devrait avoir davantage. On sait qu'à Lionel-Groulx, il y a un abri vélo de 32 places. Puis, on se dit, ben, ça permet aux cyclistes d'arriver là, puis vraiment d'avoir un enclos pour son vélo, puis qu'il puisse le sécuriser là. Donc, il sait quand il va revenir, son vélo va être là. Puis, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas davantage sur l'ensemble du réseau de notre transport collectif lourd? Ce qu'on a constaté, c'est que, mettons que pour 78 places à Deux-Montagnes, ça revenait à peu près à 1,5 million. On se dit, ben, peut-être que chaque station, c'est environ 250 000, puis qu'il faudrait commencer à empiéter le pas, puis peut-être se faire un plan sur 10 ans, sur 15 ans, à commencer à justement intégrer ça dans toutes les rénovations et voir aussi s'il y a la place aussi pour le faire, parce que je sais que c'est une autre contrainte. Ensuite, on se dit, ben, c'est à Deux-Montagnes, c'est aussi à Sainte-Thérèse, à Longueuil, puis on sait que ça l'encourage vraiment l'utilisation du vélo parce qu'on se sent en sécurité, que notre transport va être encore disponible. Donc, ça, c'est vraiment pour les deux premiers points. Je vais laisser mon collègue Abdelak qui m'appuie dans cette proposition-là pour vous parler de deux autres éléments de notre motion. Merci beaucoup, M. Langevin. M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Langevin. Et comme l'a bien mentionné, on parle de deux propositions, notamment la prévention du burinage, d'un côté, ainsi que les abris vélos. Moi, j'ajoute deux autres propositions, notamment la plateforme Garage 529 et une escouade dédiée au vol de vélo. Commençons d'abord par la plateforme Garage 529. On sait que la plupart des jeunes ou des moins jeunes utilisent beaucoup de systèmes mobiles, des applications mobiles, et qui sont beaucoup plus portés à utiliser quelque chose de convivial, simple et accessible. L'application, le système ou la plateforme du système de données ouvertes Garage 529 va un peu remédier aux problèmes ou des limites de burinage dont parlait tout à l'heure M. Langevin. Cette application est très performante et à laquelle ont adhéré déjà 50 villes nord-américaines. Contrairement aux données de burinage, ces données-là sont accessibles par la police, sont accessibles par les citoyens et aussi peuvent avoir à créer des alertes assez facilement. Je vais l'expliquer par la suite. Alors, tous les membres de Garage 529, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ont accès aux données. Et Garage 529, par exemple, permet aux cyclistes d'enregistrer quoi? D'enregistrer les données de leur vélo, notamment le numéro de série, le modèle de leur vélo, et bien évidemment l'identification du vélo. Ils peuvent même ajouter une photographie de leur vélo, de façon à permettre l'identification rapide et facile de leur vélo. Exemple, je me fais voler mon vélo, je peux rapidement, sur l'application, sur le système mobile, rapidement envoyer une alerte et ça peut envoyer par géolocalisation rapidement aux personnes qui sont dans le périmètre un certain message et les membres de la communauté de Garage 529 peuvent recevoir ce message. Ça, c'est par rapport à la première proposition. La deuxième, excusez-moi, la quatrième parce que j'en ai deux et M. Langevin a ajouté deux autres propositions, c'est une escouade dédiée au vol de vélo au SPVM. Après tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, le SPVM a clairement un rôle important, majeur à jouer. Il existe un sentiment auprès des citoyens d'impunité auprès des voleurs des vélos. On le qualifie au SPVM, et pas juste la ville de Montréal, dans d'autres villes, de vol simple. Ça, on peut le comprendre, parce que c'est un vocabulaire ou un jargon, ou plutôt un glossaire de criminalité venant du fédéral. Mais par contre, le qualifier de banal et de facile, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter pour encourager les jeunes et moins jeunes d'utiliser leur vélo. C'est au SPVM de redonner un sentiment de sécurité à toute personne qui veut utiliser son vélo et le laisser dans un abri et pouvoir le retrouver le soir en revenant chez lui. En 2017, le SPVM a procédé seulement à 24 arrestations et accusations relativement au vol de vélos, tandis que 37 vélos ont été restitués à leurs propriétaires. Je redis,
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le service de police de la Ville de Montréal a clairement un rôle majeur et important à jouer pour avoir une motion intéressante. C'est pourquoi nous demandons la création d'une escouade spéciale au sein du service de police de la Ville de Montréal dédiée au vol de vélos, qu'elle aura 3 mandats. Aider les citoyens à buriner leurs vélos et les inscrire dans le garage 529, réfléchir à des campagnes de sensibilisation sur la sécurité des vélos, comment les attacher, avec quel cadenas, ainsi de suite, travailler activement à l'arrestation de voleurs, notamment par des techniques de leurre, techniques d'appât, ou même des techniques dont voudra se doter cette escouade. On laissera le soin au service de police de la Ville de Montréal de mettre un peu plus d'efforts, de mettre un peu plus d'énergie afin de remédier à ce problème et vraiment à choisir les meilleurs moyens parce que je pense que, moi je parle de mon cas à moi, par exemple aujourd'hui j'aurais pu venir en vélo, par exemple jusqu'au métro Crémazie et venir ici. Je ne suis pas sûr qu'à 9h ou à 10h en rentrant chez moi, je vais retrouver mon vélo. Parce que moi, à partir de 7h, dans le quartier où je vis, il n'y a plus d'autobus. Mais le vélo jusqu'au métro Crémazie aurait été vraiment une solution très simple. Et moi, en revenant à 10h, je n'aurais pas beaucoup de chance de retrouver mon vélo. C'est pour cette raison, je pense, et je redis, que le SPVM a un rôle important à jouer. Parce qu'on n'a pas de sentiment de sécurité par rapport au vol de nos moyens de transport. Merci, M. Sari. La parole à Mme Giguère. Merci beaucoup. Mais je veux d'abord commencer par saluer ce grand intérêt-là que manifeste avec beaucoup d'enthousiasme l'opposition pour la cause du vélo à Montréal. C'est vraiment, ça fait plaisir à voir. C'est vraiment une cause que l'on partage. Et ça fait plaisir de voir que vous en parlez souvent avec beaucoup de cœur et d'intérêt. Donc, je salue cet intérêt qui est peut-être un peu nouveau, qui a été moins présent jadis, mais on avance tous, puis on avance tous avec des objectifs et des intérêts communs. La motion est très, très intéressante et en fait, on a proposé quelques amendements qu'on a travaillé ensemble avec ma collègue Rosanie qui s'occupe de la sécurité publique. Toutefois, elle arrive, malheureusement, tard dans le processus, mais vous ne pouviez pas le savoir parce que, en fait, ça fait plusieurs mois que nous travaillons, la Ville et le SPVM, en étroite collaboration avec les responsables et les fondateurs de la plateforme Garage 529, afin que cette plateforme-là soit implantée à Montréal. On a tenu à la fin 2018 un comité vélo exclusivement consacré à la question du vol de vélo. Et tout de suite après, cette mesure-là a été mise de l'avant et quand j'ai demandé à M. Caron du SPVM et à ces gens d'avoir une rencontre avec lui, à l'époque c'était ma collègue Nathalie qui était encore responsable, on a tout de suite désiré me rencontrer et les gens du SPVM ont été très ouverts et rapidement se sont montrés très enthousiastes à travailler avec cette plateforme-là. Et effectivement, comme vous l'avez très bien décrit, c'est une plateforme très performante qui a été implantée depuis plus d'une dizaine d'années à partir des villes de la côte ouest. Au Canada, Vancouver est à cet égard-là exemplaire dans l'implantation et l'utilisation de la plateforme qui va effectivement être rien de moins qu'une petite révolution pour Montréal dans le travail, en fait, la possibilité que les citoyens et que le SPVM aura de limiter, de vraiment réduire de façon assez significative les vols de vélo. Donc, ça s'en vient. C'est assez imminent. Par contre, comme on l'a indiqué, on a ajouté un attendu dans la motion, juste pour être clair, il reste quand même quelques petites choses à attacher. On a des aspects légaux à vérifier quand même. On a des aspects de partenaires qui doivent être établis parce que c'est un travail qui demande beaucoup de terrain, beaucoup de sensibilisation pour que ça fonctionne. Et sur le plan de la langue aussi, l'application, la plateforme est presque toute traduite, mais ce n'est pas encore terminé, bien qu'elle ait été adoptée par Ottawa plus tôt ce printemps. Il y a beaucoup de matériel de travail à l'interne qui n'est pas encore traduit. Donc, on ne veut pas la lancer à Montréal si on n'a pas une plateforme qui est parfaitement bilingue. Donc, on a des attendus qu'on a travaillé ensemble avec mes collègues que je ne vois pas. Salut les gars. Hey, salut. Ouais, c'est ça.
Et en fait, on s'entend vraiment on a vraiment des objectifs communs. On est bien d'accord que la question du vol de vélo doit être davantage prise au sérieux par tout le monde, nous, par le SPVM, et on avance dans ce sens-là. Encore cette année, on a du travail, des campagnes de sensibilisation, d'éducation aussi, de burinage, bien évidemment, en attendant, parce que à terme, l'application, on la considère assez performante pour que les activités de burinage ne soient éventuellement plus nécessaires. Ça va remplacer de façon beaucoup plus efficace et accessible et universelle le burinage. Donc, ça avance bien. Et la seule chose sur laquelle on n'a pas réussi à s'entendre, je dirais, c'est sur l'idée de la création d'une escouade. C'est quand même lourd de sens, une escouade pour le SPVM. En général, les escouades sont davantage dédiées aux crimes contre la personne, ce qui est quand même sérieux. On s'entend que le vol de vélo, c'est très désagréable, mais on est dans un autre registre d'enjeux. Et de toute façon, le SPVM a déjà une unité qui est dédiée, qui se consacre à la question du vol de vélo. Ils ont une unité responsable. Ils ont dans chacun des postes de quartier des agents socio-communautaires qui connaissent l'enjeu, qui s'occupent d'y travailler. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de dire qu'on va renforcer le travail du SPVM, d'abord grâce à cette plateforme-là, qui est Garage 529, Garage 529, hein, pour l'anecdote, ça vient de ce qu'on aime bien faire après le 9 to 5, on travaille, et le soir, on a le 5 to 9, où là, on prend notre vélo, puis on s'en va, on prend la route et on a un loisir. Bon, c'est venu de ça il y a 15 ans, mais on sait bien qu'aujourd'hui, dans le sens où on l'entend ici, le vélo, c'est bien plus qu'un loisir. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va renforcer le travail du SPVM. On va, oui, leur donner peut-être des suggestions de mesures, d'activités qu'ils peuvent faire pour être davantage en amont dans la prévention, la sensibilisation. On ne le dira jamais assez, je prends la peine de le souligner aujourd'hui. Il y a une façon de bien barrer son vélo en ayant d'abord investi dans un bon cadenas, puis en barrant toujours 3 morceaux. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. T'as-tu mis 3 morceaux? Le support, une roue et le cadre du vélo. Si on en fait juste une roue, si on fait juste le cadre, si on a un mauvais cadenas, tu rigoles, hein, mais c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne. Moi, je ne me suis jamais fait de voler de vélo, sauf ceux que j'ai oublié de barrer, bien sûr. Donc, et donc, en aval, le travail aussi, peut-être, les exemples, les idées sont très bonnes. On le sait que à Toronto, pour ne pas la nommer, et ailleurs dans le monde, ils vont utiliser l'APA. Oui, c'est ça. L'APA pour aussi essayer de prendre les voleurs sur le fait. Donc, des solutions de travail adaptées à chaque poste de quartier, aux réalités locales, pas nécessairement une escouade centralisée, dédiée, qui ne saurait pas nécessairement quels sont les enjeux distribués sur le territoire. Mais pour le reste, on s'entend, et la motion, on l'a ici. On va vous la distribuer avec nos quelques amendements, mais globalement, on a vraiment des objectifs communs, puis je vous remercie encore une fois d'en parler. Monsieur Sari, il n'y a pas un Bixi que vous pourriez prendre de chez vous jusqu'au métro Crémazie? Ça pourrait régler votre problème à brève échéance avant d'avoir... Oui, Monsieur Sari, vous avez la parole tout à l'heure. Ah, c'est ça. On en parlera. Merci. Il vous répondra tout à l'heure. Merci. Parfait. Alors, j'ai M. Langevin et M. Sari, donc c'est sur les amendements. Oui, on va juste prendre un petit peu de temps pour les distribuer. Mais M. Langevin, c'est sur la motion ou c'est sur l'amendement? Sur la motion. Sur la motion. OK, mais on va prendre un moment pour débattre sur les amendements. S'il y a des interventions sur l'amendement. Et M. Sari, est-ce que c'était sur les amendements? M. Sari, est-ce que c'est sur les amendements ou c'est sur la motion principale? C'est juste que votre nom est sur la liste pour ça.
Je voulais savoir. Oui, M. Perez, c'est sur les amendements. Je vais vous laisser y aller, M. Perez, sur les amendements. Sur l'amendement, j'ai une question pour Mme Giguère. Merci des bons mots. C'est apprécié, comme toujours. Il semblerait, de ce que j'ai entendu, des discussions qu'il y a eu avec mes collègues, comme quoi l'enjeu qui peut-être qui cloche encore, c'est le dernier résolu qui parle de l'escouade. Et pour des raisons, je dirais, peut-être culturelles au SPVM, eux, ils associent ça à quelque chose de beaucoup plus fort. Pour eux, ce n'est pas qu'une escouade mobilité, escouade des chantiers, c'est quelque chose de plus lié au crime. Et vous avez mentionné comme quoi il y a déjà une unité qui s'occupe de cela. Corrigez-moi si j'ai mal compris. Moi, j'ai vu rapidement l'organigramme du SPVM. Je n'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'on parle des individus à l'intérieur des stations ou est-ce qu'on parle vraiment d'une unité administrative distincte qui s'appelle X? Parce que si c'est le cas, si ça existe déjà, qu'on trouve le nom et qu'on l'indique au lieu d'appeler escouade, qu'on l'appelle ça. Mais sinon, je pense que je vais laisser mes collègues compléter. Alors, pour moi, c'est rien qu'une précision à cet égard. Peut-être c'est Mme Filato ou Mme Giguère qui puissent confirmer si elle existe exactement, elle existe où, c'est dans quel service, et puis est-ce qu'on peut avoir une indication sur l'organigramme ou autre à cet égard? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Langevin, est-ce que c'est sur l'amendement également? Oui. En fait, sur l'amendement, ce que je contre-propose, puis ce qu'on avait déjà discuté, c'est qu'on enlève le dernier attendu. Le dernier attendu qui, dans le fond, parle du garage 529. Qu'on s'en tienne à justement enlever l'aspect de l'escouade, l'aspect de, dans le fond, la dernière proposition que le SPVM. Comme vous dites, il y a déjà un travail des unités administratives dédiées. Mais je veux quand même revenir là-dessus parce que si on regarde l'année dernière, c'était présent ce programme-là. Puis là, cette année, ce programme-là existe encore. Si l'idée de déposer une motion, c'est carrément de faire progresser la question de réduire la quantité de vols, ce serait bien quand même que, mettons, l'administration dans les prochains mois, peut-être sans engagement, mais puisse regarder tout le programme de vélo volé. Je veux revenir sur un commentaire de Mme Giguère à dire que c'est nouveau pour nous, le vélo. J'ai envie de dire que le 7 juillet, on fait le Ride for Conquer. J'ai envie de dire que je fais du vélo demain pour au moins 3 heures. C'est pas parce qu'on habite à Pierrefonds-Roxborough que le vélo, c'est pas important pour se déplacer. Puis, donc, je ne sais pas comment le prendre. Autrement que de dire qu'ARF Salem a fait un travail monstre sur le mapping de tout ce qu'il y avait comme piste cyclable avant même qu'il y ait l'administration. Donc, on sait que c'est un intérêt qui est très fort pour Projet Montréal. Mais je voulais quand même mettre ça au clair et dire que Ensemble Montréal, on est en faveur d'accepter vos amendements. On enlève la dernière proposition puis l'attendu. Monsieur Langevin, si je comprends bien, vous proposez de retirer la dernière proposition et donc qu'il y aura un sous-amendement? Sous-amendement, oui. Dans le fond, enlever le que dernier attendu. Que le SPVM se dote d'une escouade, là? Puis, exact. Le dernier attendu. Ah, le dernier attendu. Ouais. OK. OK, donc ça, vous proposez de le retirer, c'est ça? Exact. OK. Alors, il y a un sous-amendement de retirer le dernier attendu que. Et donc, je vais ouvrir les temps de parole pour le sous-amendement. Monsieur le leader, est-ce que c'est au sujet du sous-amendement? Allez-y. Si le sous-amendement se limite à l'attendu et ne touche aucun des résolus, il y a accord. Alors, Monsieur Sarré, vous confirmez que c'est seulement l'attendu que qui se retire? Du tout. Parce qu'il y a une question du chef de l'opposition pour laquelle on n'a pas encore une réponse, pas mal claire. J'aimerais juste... Mais allez-y, Monsieur Sarré, je vous écoute. Oui. Continuez. Okay. C'est juste parce que pour l'instant, on parle d'une unité, puis on ne la nomme pas. Et cette unité a renforcé son travail. Mais M. Sarré, on est sous le sous-amendement actuellement de M. Langevin. J'aimerais juste savoir si
il s'agit simplement de retirer le attendu que. Non, pas justement. C'est ça, c'est le sous-entendu. Alors, peut-être juste me clarifier le sous-amendement. Alors, on retire le attendu que et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Parce qu'on a eu une question de M. Pérez pour laquelle on n'a pas eu de réponse encore. Oui, mais la question de M. Pérez portait sur l'amendement. Et là, vous nous avez proposé un sous-amendement. Moi, je suis toujours sur l'amendement. Alors, peut-être qu'avant de proposer un sous-amendement, on va demander des réponses à l'amendement et à la question de M. Pérez, alors. On est d'accord? Alors, est-ce qu'on peut retirer le sous-amendement pour l'instant? Oui? OK. Alors, M. Langevin, on retire votre sous-amendement pour l'instant en attendant les réponses. M. Sari, M. Miele, je m'excuse, mais si vous voulez discuter... Monsieur Langevin. Alors, Monsieur Langevin et Monsieur Sari, je comprends que vous attendez des réponses par rapport à des questionnements de Monsieur Pérez par rapport à l'amendement. On va attendre ces réponses-là et si vous n'êtes pas satisfait, vous reviendrez avec votre sous-amendement. Parfait? On revient à l'amendement tel que proposé. Monsieur le leader? Je vais clarifier, Madame la Présidente, la position de l'administration, puis ça va aider l'opposition officielle à naviguer à travers leurs amendements et sous-amendements. L'administration est d'accord pour un sous-amendement ou pour un amendement, pour un sous-amendement à l'amendement, qui serait d'enlever le dernier attendu. Okay. L'administration ne changera aucune formulation de ces résolus. Alors, nous ne voterons pas en accord, il n'y aura pas d'accord pour voter un sous-amendement qui touche aux résolus. Okay. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Madame Giguère, c'était pour répondre à la question? Allez-y. La présidente, en fait, on appelle l'unité dont je parlais un mandataire corporatif. Donc, il y a quelqu'un au central dont ce n'est peut-être pas la seule et unique tâche, mais qui a la responsabilité de réfléchir, veiller, coordonner l'enjeu du vol de vélo et qui est en contact avec des unités, des agents, spécialement les agents socio-communautaires ou les agents qui font de la prévention du crime. Ça dépend des postes de quartier, j'ai l'impression, et on a donc des gens qui sont déjà sensibilisés et qui travaillent autour du vol de vélo. Donc, il ne s'agit pas d'une unité spéciale qui aurait un nom d'escouade, c'est un mandataire corporatif, mais elle existe, sans être peut-être identifiée clairement à part dans les sous-titres de l'organigramme. Merci beaucoup, Mme Giguère. Monsieur Sari, donc sur l'amendement. Oui, sur l'amendement, sur la réponse de Mme Giguère, si j'ai bien compris, on parle d'une personne qui a d'autres tâches et entre autres, dans ses tâches à lui, il a comme mandat d'aller donner gérer les projets ou donner plutôt des directives à d'autres centres opérationnels ou de postes de quartier afin d'orienter ou d'avoir des campagnes de sensibilisation à cet égard-là. Si j'ai bien compris, on parle d'une personne qui a d'autres tâches, puis qui a plusieurs tâches, et entre autres, il a ce mandat de vélo. Si j'ai bien compris. Je veux juste qu'on clarifie cette question-là. Est-ce qu'on parle de cette personne-là? Merci beaucoup, M. Sari. Madame Filato, sur l'amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, pour répondre à la question, effectivement, il y a une personne qui est dédiée spécifiquement à la question du vol de vélo. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans les postes de quartier, selon les besoins des arrondissements et des quartiers précis, on entend souvent les conseillers parler des besoins différents selon est-ce que c'est un quartier central, est-ce que c'est un quartier en périphérie qui ont des besoins différents. Mais on a aussi des agents, qu'ils soient socio-communautaires ou autres, qui travaillent spécifiquement sur la question du vol de vélo. Si c'est une problématique spécifique au quartier ou à l'arrondissement. Donc, oui, on a une personne, un mandataire corporatif qui travaille sur cette question-là, mais qui travaille également avec les postes de quartier pour travailler sur les problématiques spécifiques. Merci beaucoup, Mme Filato. Alors, l'amendement, il est adopté. On va revenir au débat initial sur la motion. Il n'y a pas de sous-amendement. On revient à la motion telle qu'amendée. Monsieur le chef de l'opposition. On aimerait que nous décidons sur l'amendement qui est proposé par l'administration, s'il vous plaît. Parfait. Alors, la dissidence est notée. Sur la motion principale, Monsieur Langevin. Tout simplement retirer la motion. Vous allez retirer la motion?
Oui, parce que les débats, c'est déjà tenu. Alors, ça va prendre le consentement de l'ensemble du Conseil. Est-ce que vous souhaitez prendre un moment de suspension? Alors, 2 minutes de suspension des travaux. Monsieur Parenteau. Nous allons reprendre les travaux. Je vous demanderai de reprendre vos places. Merci de reprendre vos places. Nous allons reprendre les travaux. Alors, on vous écoute, Monsieur le leader. L'administration va acquiescer au retrait de la motion, Madame la Présidente. Vous allez accepter le retrait? On va accepter le retrait. Alors, la motion est retirée. Nous allons passer au prochain point. Alors, nous sommes au point 65.03. Monsieur Cadwell? Ah. Monsieur de Souza. 65.03? Allez-y. Merci, Madame la Présidente. 65. Excusez-nous, on recommence les travaux. On vous demanderait un petit peu de silence. 65.03, c'est une résolution où on propose la certification, en appui d'une certification éco-responsable de stationnement de Montréal. Sur cette proposition, Madame la Présidente, on souhaite, avec l'accord du Conseil, qu'une pratique que nous avons débutée il y a une dizaine d'années à Saint-Laurent pourrait aussi être étendue sur le territoire de la Ville de Montréal et même encore plus loin si effectivement il y a une volonté. Dans la résolution en question, on avait pris la réflexion il y a 10 ans dans notre arrondissement que le stationnement, chez nous, il y avait une grande concentration des îlots de chaleur. Plus que 2 tiers de notre territoire étaient non résidentiels et en conséquence, avec les stationnements et les toits de ce secteur industriel, ont souvent eu l'effet de créer la plus grande îlot de chaleur sur l'île de Montréal. Donc, avec un souci pour réduire les îlots de chaleur, on avait fait une réflexion de comment on peut avoir des stationnements qui pourraient combattre ces îlots de chaleur. Comme partie de cet exercice, on a réfléchi, on a pensé d'avoir une proposition, mais on avait une grande
inquiétude que ça peut affecter notre compétitivité économique. Ça veut dire que si effectivement on met les limitations sur le stationnement, si on impose des exigences, il y a toujours un risque qu'on peut perdre des compagnies qui ont voulu installer sur notre territoire pour qu'ils vont aller installer ailleurs, soit à Laval, soit à Longueuil, ou soit dans une autre ville où on n'avait pas ces exigences. Mais en même temps, je pense que notre réflexion a été poussée encore plus loin. On a réalisé aussi sur notre territoire que un des plus grandes ressources que nous en avons, c'est notre territoire, c'est le terrain. Et on avait voulu s'assurer qu'on pourrait chercher le maximum de valeur pour le développement de ce terrain. Donc, on a voulu s'assurer que le terrain pourrait être utilisé pour la meilleure fin possible en utilisant cette ressource précieuse. Ça nous a amené pour considérer que par quelle moyenne on peut, par voie de cette règlement des lots contre les îlots de chaleur pour le stationnement, comment on peut, à ce moment-là, meilleur utiliser le sol. Ça nous a amené pour considérer des outils, des mesures par lesquelles on avait proposé des options aux compagnies pour qu'ils peuvent verdir ou ils peuvent utiliser une partie de leur terrain pour faire un agrandissement si nécessaire. Ça nous a amené pour considérer des autres façons de définir le stationnement, donc de réduisant la grandeur de chaque place de stationnement pour être capable de bien utiliser le sol. Et par la suite, ça nous a amené pour considérer d'autres volets de nature environnementale qui nous a permis de non seulement augmenter le verdissement, donc augmenter la canopée jusqu'à 40% du territoire, de favoriser les matières imperméables pour qu'on peut prendre le lot de ruissellement, de considérer des bioswales qui capturent l'eau, de favoriser le verdissement, et j'en passe. Donc, cet règlement a été mis en place, entre autres avec les exigences pour les compagnies, pour qu'eux-mêmes, ils favorisent le transport en commun, eux-mêmes peuvent favoriser les bons de chargement, eux-mêmes peuvent avoir des racks à vélo et, en conséquence, marier le besoin de transport en commun avec une bonne utilisation du sol, en combattre les îlots de chaleur, en augmentant le verdissement. On a réussi avec une formule qui nous a eu un effet de favoriser un meilleur usage des sols. C'est 10 ans que ce règlement est en place et on avait pensé que ça va être approprié pour que la Ville de Montréal pourrait considérer ça dans vos arrondissements et dans les autres endroits sur notre territoire. Les effets de ça sont bénéfiques. On a eu par résultat, une réduction des nombres de stationnements sur notre territoire. On a eu une meilleure utilisation du sol. On a eu, en ciblant un meilleur usage, on a à faire une attribution des stationnements basés sur l'usage. Donc, si, dans la passée, on faisait ça basé sur la superficie, qui peut-être générait un grand nombre de stationnements, si effectivement c'était un centre de distribution qui avait juste 15 personnes dedans, au lieu de faire ça sur une base de superficie, on avait été capable de baser sur l'usage et le nombre des employés. Donc, panoplie des résultats, panoplie des bénéfices, et je vous dis, Madame la Présidente, ça nous a, de nulle façon, ça nous ennuie dans cette façon. Donc, la résolution que nous avons déposée, c'est que ces genres de stationnement pourraient être bénéfiques, et en même temps, on sait très bien que le Conseil régional de l'environnement a, dans les dernières quelques années, avait repris cette idée, et puis on commencé à certifier des stationnements comme stationnement éco-responsable. Ils ont des critères, ils ont des façons dans lesquelles ils peuvent donner des évaluations et, en conséquence, cette notion de certification éco-responsable, ça est devenu de plus en plus connu et populaire. Je reconnais qu'ailleurs sur le territoire, des bonnes pratiques se propagandent. Rivière de Prairie, ils ont fait l'essai dans le... je pense que près de l'Arena, si ma mémoire est bonne. Ailleurs sur le territoire, ce genre de pratique a commencé à être plus répandu. Les compagnies ont aussi installé, puis ils ont embarqué dans cet exercice-là, puis on commence à voir les impacts bénéfiques sur notre territoire. Donc,
cette résolution qu'on dépose, qu'on avait retravaillé avec le responsable du transport, M. Eric Allen Caldwell, et je lui remercie pour son intérêt, pour son enthousiasme, pour son énergie, sur les longs débats sur le mot qui nous rallie ensemble, mais effectivement, une résolution sur laquelle on est en accord. Et puis, pour le greffe, je demandais s'il peut distribuer cette résolution. L'objectif est que c'est effectivement, il y a un consentement du Conseil. Cette résolution pourrait chercher l'accord unanime du Conseil et, en conséquence, on peut donner un mandat, premièrement, à l'Agence de mobilité durable qui sera en place à partir du janvier prochain pour que cette agence pourrait doter un plan d'action visant à obtenir la certification sur tous les stationnements en surface d'ici en 2025. Deuxièmement, que la Ville de Montréal invite l'ensemble des arrondissements qui n'ont pas nécessairement un règlement de stationnement pour l'éco-responsabilité pourraient non seulement les encourager de le faire, une résolution pour introduire ça d'ici un an, incluant la certification éco-responsable. Et on souhaite ardemment que le Conseil régional de l'environnement peut continuer dans leur démarche pour donner la reconnaissance, pour donner la certification, pour donner la mise en valeur qui est nécessaire avec ce qu'ils font, par laquelle les projets qui sont exemplaires, les projets qui répondent à ces critères, les projets qui se réalisent un peu partout sur notre territoire pourraient non seulement être reconnus, mais pourraient être partagés et puis en conséquence favoriser cette pratique à travers sur notre territoire. Donc avec ça, Madame la Présidente, je dépose ce règlement avec l'espoir qu'on aura le consentement de tout le monde ici. Merci. Merci, M. de Souza. M. Caldwell, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Et à mon tour, je vais saluer les échanges qu'on a eus. Oh, excusez-moi, M. Caldwell, il manque des copies sur les sièges, pour les sièges des indépendants. Bon, parfait. Désolé. Bon, si en manque, vous nous le direz, madame. Alors, effectivement, M. de Souza et moi, on a eu des échanges fructueux, vifs et prolongés, je devrais dire, pour en arriver à cet accord sur cette motion. Rapidement, je ne ferai pas l'ensemble des points, mais les amendements, il y a dans les amendements, le respect de la compétence d'arrondissement. M. de Souza a bien su mettre en valeur et vanter les initiatives de son arrondissement. Il faut reconnaître le rôle des arrondissements, justement, dans ce débat. Et c'est pour ça que, dans l'ensemble des résolus, on invite les arrondissements tout en reconnaissant leurs compétences et leur capacité d'action. On reconnaît que la certification éco-responsable du CRE peut être valide, mais encore là, ça reste un objectif et les arrondissements feront bien leur devoir comme bon leur semble. Ceci étant dit, c'est important de rappeler qu'il y a, dans le document complémentaire du schéma d'aménagement, certaines normes sur l'aménagement des stationnements pour remplir les mêmes objectifs qui sont annoncés ou qui sous-tendent à cette motion. Évidemment, il y aura dans la prochaine étape, après le PMAD, le schéma, il y a toujours le plan d'urbanisme, il y aura cet élément de débat dans la révision du plan d'urbanisme, comment rendre nos stationnements plus éco-responsables et à terme, réduire l'empreinte des stationnements de surface sur notre ville. C'est le nerf de la guerre. Le deuxième attendu, c'est attendu que les espaces de stationnement représentent 10 % de la surface de l'île de Montréal. Quel formidable potentiel de développement économique, de développement pour l'habitation, de verdissement, de corridors de mobilité que cet espace-là. Il faut voir l'essor qu'a pris le centre-ville lorsque, au milieu des années 90, il y a eu une stratégie de réappropriation des stationnements pour faire du développement et ça a été extrêmement bénéfique pour Montréal. Donc, c'est une partie du débat. Nous sommes contents de vous présenter cette motion amendée d'un amendement négocié. Et, bref, on dit aux arrondissements, suivez les meilleurs.
Et deuxièmement, on se réinvite, comme Montréalais, à ce débat sur comment avoir une meilleure gestion de nos stationnements de surface. C'est un débat, un point de débat que j'annonce dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme. Merci, M. Cadwell. M. de Souza? Juste une petite correction, Mme la Présidente. Je pense que le document qu'on avait envoyé, c'est numéroté 65.04. Exactement. Mais ça tombe sur notre ordre de jour à 65.03. Donc, cette petite correction à faire. Je vous invite à prendre note de ça. Merci, M. de Souza. Merci. Parfait. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au prochain point. 65.04, le vrai. Ah oui, c'est vrai. 65.05. Donc, la parole à M. Perry. Non, à M. Salem. Alors, merci, Madame la Présidente. En fait, c'est une motion que je présente appuyée par ma collègue Fijianou, par mon collègue Alain de Souza. C'est une motion pour demander aux partis politiques fédéraux de s'engager en faveur d'une liaison aérienne directe entre Montréal et Beyrouth. Je ferai un peu d'histoire pour vous rappeler que le premier Libanais qui est arrivé à Montréal, c'était en 1882. Il est arrivé de Zahle et il est arrivé sans rien avant la guerre. Et depuis, petit à petit, cette communauté continue de croître. Dans les années 1905, il y avait à peu près une trentaine de commerces sur la rue Notre-Dame qui appartenait à des Libanais. Si on regarde en sortant d'ici, vous voyez l'entrée du CHUM. C'est une ancienne église, l'église Melkite qui est là, qui a été restaurée et qui est rendue l'entrée du CHUM. Si on regarde aussi un peu plus au Canada actuellement, nous avons presque 220 000 Canadiens d'origine libanaise qui habitent au Canada, dont 80 000 qui sont déclarés au Québec et à peu près 70 000 à Montréal. Et de ce côté de l'océan, on a ce nombre-là. De l'autre côté de l'océan, il y a à peu près 60 000 personnes canadiennes qui habitent à Beyrouth, qui habitent au Liban, qui portent le passeport canadien. En Amérique du Nord, il y a à peu près un demi-million de personnes qui habitent en Amérique du Nord. Je donne ces chiffres-là parce qu'il est important de savoir que dans un lien aérien, il faut créer un marché. Et avec ces chiffres, je vais vous prouver un peu plus tard la nécessité d'avoir cette liaison aérienne. De nos jours, il n'y a personne de nous qui n'a pas passé par un Dollarama. Cette communauté, elle est déjà intégrée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de commerces. C'est sûr, beaucoup de gens de chez nous, ils ont passé nous-mêmes, on a été déjà à un Dollarama. Il y a certainement des gens de chez nous qui ont passé par un Adonis pour faire leur épicerie. Il y a beaucoup de gens aussi d'ici qui ont porté des t-shirts Gildan, mangé dans un amir, porté des lunettes de chez Greshescaf. Donc il y a eu beaucoup d'intégration, puis avec cette intégration, avec cet enrichissement, avec ces commerces-là, on est aujourd'hui en train de demander cette liaison aérienne. Il faut aussi penser qu'on arrive à une saison estivale. Et dans cette saison, il y a des dizaines de milliers de personnes qui prennent l'avion pour aller visiter le Liban. Des dizaines de milliers de personnes en famille, avec des enfants qui quittent, qui passent par l'Europe, qui passent par un pays arabe avant d'arriver à Beyrouth, qui font un escale de 2, 3, 4, 5 heures des fois, qui manquent des avions, qui courent après des enfants dans des aéroports pour essayer d'arriver d'une façon directe au Liban. Si on regarde un peu aussi les activités de l'ADM, l'aéroport de Montréal, on sait déjà qu'il y a depuis 2014 eu à peu près une vingtaine de vols directs qui ont été déjà lancés. J'en ai moi-même inauguré plusieurs. On parle des villes comme Beijing, on parle des villes comme Lyon, Tunis, Alger, Marseille. Il y en a eu une vingtaine, à peu près Séoul. Avec ces vols d'avion, ces vols directs, il y a certainement un tourisme. On peut créer un marché pour le tourisme. On peut créer des liens entre ces deux pays. On peut créer des liens commerciaux. L'année passée, on a eu à peu près 11 millions de touristes qui sont venus à Montréal. Et certainement, à travers
ces vols directs, on a réussi à mousser l'industrie de tourisme chez nous. Si on regarde aussi au niveau marché économique, Beyrouth, c'est la porte d'entrée pour des centaines de millions d'Arabes, comme Montréal est un porte d'entrée pour un marché de centaines de millions de Nord-Américains. Donc, il y a aussi une opportunité de faire des affaires entre les deux pays. Maintenant, devant cette saison estivale, devant ces milliers de familles qui font des allers-retours, et surtout avant l'arrivée de la campagne électorale, nous souhaitons demander à l'administration d'ajouter dans la liste d'épiceries, si on veut. Je sais que la mairesse va rencontrer les 4 chefs de parti qui vont se présenter avec une résolution du conseil municipal. On aimerait avoir une résolution votée à l'unanimité pour demander aux 4 chefs de parti d'adhérer à cette demande-là et qu'il y ait un engagement formel qui se fait pendant cette campagne. On est à la veille de cette campagne, c'est le moment de demander cette liaison aérienne, cette liaison directe, et on espère qu'on aura un vote unanime. Comme vous savez, il y a déjà l'arrondissement Saint-Laurent, il a déjà voté cette résolution. La ville de Laval, ils ont déjà voté cette résolution. Hier, la ville de Mont-Royal ont voté aussi cette résolution, et on serait la 4e entité au Canada à voter cette résolution-là. On aimerait que ce soit unanime, on aimerait, la communauté, elle est déjà mobilisée pour ce vol-là, donc j'espère avoir ce vol à l'unanimité. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Salem. La parole à M. Baudry. Beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, Montréal ne pourrait pas rayonner sans la part essentielle et unique des Montréalais et Montréalaises d'origine libanaise qui enrichissent notre vie à plusieurs égards. Vous l'avez nommé, Monsieur Salem, donc des bannières très, très connues, mais aussi des gens vivants, des petites épiceries qu'on retrouve aux 4 coins de rue. C'est bien connu, c'est une communauté qui est fière, qui est travaillante, qui est résiliente. Elle apporte une fougue et une passion sans pareil à la vie montréalaise et contribue à la mixité et au rayonnement de nos quartiers et nos milieux de vie. Son implication dans la métropole et sa motivation à réussir son leadership influent une énergie essentielle dans les sphères économiques, dans les sphères politiques aussi, artistiques, culturelles, sportives, scientifiques et j'en passe. Nous le savons, la plus grande communauté libanaise du Canada se trouve ici, dans notre métropole, donc une communauté très, très, très présente. Et pour nous, le rapport est vraiment enrichissant, comme je l'ai dit. Pour parler de Beyrouth, c'est effectivement un marché important, avec une grande communauté d'affaires, et c'est un des rares marchés où nous n'avons pas de vol direct, un des marchés importants dans lequel nous n'avons pas de vol direct. Pour illustrer ce que je dis, le commerce bilatéral Canada-Liban s'élevait à 157 millions de dollars en 2017. Les importations s'élevaient à 31 millions de dollars et les exportations à 126 millions de dollars. C'est la porte d'entrée pour accéder effectivement au Moyen-Orient où le Canada a seulement 4% de ses exportations. Donc, une opportunité de développer ces exportations-là. Et c'est aussi une communauté qui est très attachée à son pays natal et dans la plupart des cas qui ont encore de la parenté là-bas. Donc les gens qui se trouvent à Montréal ont de la parenté, vous l'avez bien illustré, la difficulté de se retrouver directement dans son pays d'origine avec sans le vol direct sur Montréal, c'est un peu complexe. Donc, c'est pourquoi nous allons appuyer cette motion. Je me suis entretenu moi-même avec M. Abou Kaleb, le président de la Chambre de commerce, d'ailleurs, que vous êtes très actif dans cette Chambre de commerce, Canada-Liban. Je me suis aussi entretenu avec Air Canada, qui est très enthousiaste par cette ligne directe. On va continuer le travail de souligner l'importance de ce vol-là et j'aimerais apposer mon nom à la motion que vous avez déposée. Merci beaucoup, M. Baudry. M. Rotran. J'aimerais parler également en faveur de la motion. Je ne sais pas si les collègues se souviennent de la situation de l'aéroport de Montréal en 2013 et le compare actuellement aujourd'hui. En 2013, Montréal est tombé à 4e plus important au pays. Calgary a devancé Montréal. Pour celles qui étaient ici, il y a un grand débat le 24 février 2014 en Conseil. Le matin, Benoît Doré et moi avons convoqué les médias pour dire que nous avons soumis une motion demandant
plus des vols directs de Montréal. Surtout, pression sur Air Canada pour que les Montréalais ne doivent pas aller à Toronto pour presque tous les vols internationaux, qui était la situation à l'époque. Et depuis, ce qui est arrivé, la motion a été battue, envoyée à une commission, la commission présidée par mon collègue Rapana, et à notre étonnement, l'intérêt public est énorme. Il y a des centaines de groupes qui ont déposé à la commission, qui sont venus, qui a soutenir Air China surtout pour un vol direct Beijing-Montréal et qui a fait des revendications qui allaient plus loin comme nous. Monsieur Doré et moi, on a déposé une mémoire avec 18 recommandations. C'était maintenant 5 ans depuis cette étude en commission et je suis étonné combien de ces recommandations ont été adoptées, pas seulement par le Conseil et l'agglomération et la CMM, mais le gouvernement du Canada. Effectivement, ce que nous avons revendiqué est devenu la réalité. Pas loin d'être le 18e, le moins intéressant est le 18e recommandation, que l'agglomération de Montréal fait pression auprès du gouvernement du Canada pour libéraliser le régime de visa pour les citoyens mexicains afin de développer le commerce et le tourisme entre les deux pays. Benoît et moi étions les premiers de revendiquer ça. Un an plus tard, le gouvernement, saisi de ça par la Commission et la Ville, a laissé tomber les règles qui ont obligé à l'époque les citoyens mexicains de procurer un visa avant d'arriver au Canada. Sa libéralisation a changé les règles. Les autres recommandations ont touché surtout les lignes aériennes. Et ce qui est arrivé depuis, nous avons le vol direct de Beijing, nous avons la nouvelle vol Air Canada à Shanghai, il y a le vol qui va directement à Tokyo, Montréal-Tokyo. It's only 12 hours, it's an easy flight for those of you looking for an interesting summer vacation. Nous avons un vol direct à Istanbul, Air Canada nous donne maintenant le service à Genève, pas seulement Paris, Bruxelles et Francfort, qu'avant il y a service régulier et pas service saisonnier et pas service Air Canada Rouge, mais Air Canada des nouveaux endroits. Ça ajoute des centaines de millions de dollars en activités économiques à Montréal, création d'emplois, mais plus que ça, création des liens entre des peuples, favorisant la fraternité, échange culturel et la création de nouvelles liens d'affaires. I'm certain that there's a large enough Lebanese community, but also interest in visiting Lebanon by a lot of Montrealers. I note that between foreign carriers and Air Canada, there are already direct flights to Casablanca, Algiers, Tunis, Tel Aviv, Istanbul, I've already mentioned, directly from Montreal. So why not Beirut? Il y a vraiment une communauté qui peut soutenir cette vol. Je félicite le proposeur de la motion. Je félicite M. Baudry pour avoir accepté de soutenir la motion de M. Salem. Merci. Merci, M. Rotran. La parole à M. de Souza. Thank you, Madam the President. I'd like to just make a very quick point with regard to economic development. Generally, when you add in an overseas flight, there are really two things that you really need to make sure it's a success. One is that hopefully you're the only one offering a transatlantic flight, and in this case, as we know, that in North America, to my knowledge, there is no, and that's what Mr. Baudry mentioned, there is no direct flight from North America going to Beirut. So just by securing a direct flight from Montreal to Beirut would make Montreal unique. Unique why? Because all other travelers to Beirut from across the continent, whether it be in the U.S., whether it be in other parts of Canada, and whether it be here in Montreal, would be able to converge, and it essentially makes Montreal the hub of a spoke and wheel system where feeder flights from other parts of the country, other parts of other countries are coming to Montreal and then taking the leap over the pond. The other piece that is also important to recognize, Madame la Présidente, that in the absence of other foreign travelers, it's important to recognize that in Canada, in Quebec, and in Montreal, we have a large domestic base to funnel, to fuel, to provide passengers to there. Just in
in Canada alone, there's something like 220,000 people of Lebanese origin, and probably it's even more, because I'm sure that there are numbers that haven't even fallen or been recorded as such. In Quebec, we have like well over 70,000, if not more, in terms of 80,000, my colleague tells me, of people who live in Quebec of Lebanese descent, and most of them are concentrated in the greater Montreal area. So for cultural reasons, for business reasons, for family reasons, for touristic reasons, there is a huge domestic base that can act to serve to provide passengers for this flight. So for those two reasons alone, I think the hallmark of this proposal can not only, it's got the elements of success. And that's why I think if we pass it today, and if we articulate it well to the different levels of government, whether those are sitting in government right now or those who are concerned about it in other parties, I think we have a good chance of making it happen. Thank you, Madame la Présidente. Merci, Monsieur de Souza. Monsieur Salem. En droit de réplique, j'imagine qu'on va aller vers un vote unanime. Donc, j'aimerais juste remercier tous les collègues pour le vote de cette résolution. Mon collègue, je me suis assuré que le président de la Chambre de commerce rentre en contact avec vous. Donc, ça a été fait. Et j'aimerais juste aussi ajouter qu'on n'est pas seul. C'est l'aéroport de Montréal. Il espère aussi avoir ce vol. Le Canada espère avoir ce vol. Et c'est quand même un vol qui va être rentable dès le premier avion. On n'a pas à monter la ligne aérienne. On n'a pas à attendre longtemps. Dès le premier avion, c'est un vol qui est rentable. Et donc, on espère un jour vous voir tous à Beyrouth. Merci. Merci beaucoup, M. Salem. Alors, c'est adopté. Nous passons au prochain point, 65.06. M. Perry, à vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous savons tous qu'au Québec, l'immigration de masse italienne s'est produite pendant des décennies du siècle dernier, avec des périodes de pause pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'ère fasciste. Une très grande immigration était composée de main-d'œuvre et d'artisans. C'est à ces ouvriers et à ces artisans à faible coût que nous devons la réalisation de la majeure partie du réseau d'égouts, des chemins de fer, des routes, des tunnels du métro, du canal La Chine, sans compter des chantiers de construction et de développement des quartiers comme Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies et Laval. Montréal, aujourd'hui, ne serait pas la même ville sans leur contribution. La société québécoise doit beaucoup à cette masse de travailleurs. Ils ne doivent pas être oubliés à cause de leur immense sacrifice. Mais ce serait incomplet si l'on oublie une contribution italienne tout aussi immense dans l'histoire de la province de Québec, c'est-à-dire la contribution de l'esprit. En effet, depuis le début, l'élément italien de l'histoire du Québec a été non seulement présent, mais décisif. Quand on pense à la première expédition française en Amérique du Nord, nous trouvons le nom de l'explorateur italien Giovanni da Verrazzano. Ce Florentin, reconnu par le roi François Ier comme le premier grand pilote de France, quitta Dieppe en 1524, 10 ans avant Jacques Cartier. Je dis 10 ans avant Jacques Cartier. Verrazzano s'empare de la côte d'Atlantique de l'Amérique du Nord au nord du roi de France et l'appelle Nova Franza, c'est-à-dire Nouvelle-France. Dans l'histoire héroïque et troublée de la Nouvelle-France, un grand nombre de personnes d'origine italienne suivra, d'explorateurs aux cartographes, en passant par des militaires, des missionnaires, les artistes, les industriels, les entrepreneurs. Leur présence est déterminante. À titre d'exemple, Jean-Baptista Ramuzio, géographe et cartographe de renom, il est responsable du plan du village de Hochelaga. Francesco Bressani,
jésuite et missionnaire à Huronia, célèbre pour ses précieux rapports avec les indigènes. Monseigneur Paul Bruchesi, archevêque et cardinal de Montréal. Tommaso Crisafi, seigneur de la Côte-des-Neiges, gouverneur par intérim de la ville de Québec et gouverneur des Trois-Rivières pendant 10 ans. Tommaso di Savoia, Monsieur Limoges et Monsieur Mieli, si vous avez besoin de parler. envoyé pour défendre la Nouvelle-France, composé principalement de 2000 Piémontais de Lombards. La plupart sont restés dans la colonie et ont épousé les fameuses filles du roi. La grande majorité de tous ces soldats sont restés dans la colonie, dont les héritiers portent aujourd'hui les noms de Rome, Milanais, Rose, Génois, Marin, l'Italien. On peut penser à des artistes et à des professionnels comme Guido Nincheri, le Michelangelo de Montréal, et Guido Cassini, arrivé à Montréal en 1924, qui a réalisé plusieurs commandes privées, religieuses et publiques, dont son œuvre la plus connue est le monument à Giovanni Caboto. Carlo Balboni, qui a réalisé le buste de Giovanni Caboto, et l'industriel Franceschini, qui dans les années 70 a pris la décision de racheter les petites carrières du quartier Saint-Michel et les fusionner en une seule grande exploitation qu'il a nommée Franco. Et pourquoi pas à Francesco Bellini, détenteur de plus de 30 brevets dans le domaine pharmaceutique, que notre collègue M. De Sousa connaît très bien, et un des grands donateurs à l'université McGill. Bien sûr, cette revue est incomplète et limitée par le temps qui m'est alloué, mais c'est un aperçu de la contribution italienne au développement du Québec. La complicité des immigrants italiens avec le peuple canadien-français peut très bien se résumer symboliquement par un monument situé dans la petite Italie, la Maison d'Italie, dont le terrain a été donné gracieusement par le maire de Montréal, Camillien Aude, après avoir lui aussi été interné justement avec des centaines d'immigrants italiens. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous pouvons lire de nos jours dans les médias, puisque pas de référence à ces bâtisseurs est souvent trouvée. Ce qu'on retrouve un peu trop souvent, c'est des préjugés diffamatoires qui blessent toute la communauté. Mais, mis à part des incidents isolés, la communauté italienne reste bien intégrée et elle est fière de participer au développement de notre ville. Non posso sicuramente omettere di menzionare che Saint-Léonard resta la città italiana di Montréal, di cui sono fiero, molto fiero e artefice da circa 40 anni. Je dis, je ne peux certainement omettre de mentionner que Saint-Léonard reste la città italiana de la ville de Montréal, dont je suis fier, très fier, et architecte en quelque sorte depuis 40 ans. Alors tout cela étant dit, alors je propose, appuyé par Mme Rossi, Chantal Rossi, M. Mielet, Michel Bissonnet, que le conseil municipal et Madame l'attention, je m'excuse, que le conseil municipal profite du mois du patrimoine italien pour souligner la contribution de la communauté italienne au développement historique, culturel, économique de la ville de Montréal. Merci. Merci, M. Perry. La parole à Mme Latanzio. Madam Chair, I'll be very brief. It is with great pride that as a daughter of Italian immigrants that I co-present this motion today, as it is an opportunity to recognize the valuable contribution made by Montrealers of Italian origin to the culture, history, and economic development in many of our boroughs, and especially my borough, St. Leonard, as well as the city of Montreal. Many Italian immigrants were trailblazers and visionaries who accomplished so much with so little. It is also an opportunity for Italians to remember their journeys, their humble beginnings, their discipline of hard work, their dedication and love of family, as well as their daily commitments to ensure that future generations will continue
to build upon what they have accomplished to date. We also render homage to the sons and daughters of Italian immigrants who have and continue to excel in the field of arts, politics, business, culture, law, education, science, and medicine. I invite all Montrealers to experience La Dolce Vita in this month, as it is Heritage Month, and throughout the year, and learn more about the rich Italian heritage and traditions, either by walking along Saint Laurent Boulevard in La Piccola Italia and savor the flavors of a gelato, cannoli, or cappuccino, visit La Casa d'Italia and learn about the history of Italian immigrants, attend a celebratory Mass at La Difesa Church, visit any one of our pavilions in our parks and treat yourself to a game of bocce, or simply visit Il Centro Leonardo da Vinci in St. Leonard, a notable community center, an outstanding, iconic landmark that encompasses all that is Italian and signals that you have arrived at a vibrant, proud, and solid Italian community. Grazie alla nostra comunità e lunga vita agli italiani. Grazie. Merci beaucoup, Madame Lattanzio. La parole à Monsieur Bissonnette. Bonsoir à vous tous. Moi, ma mère s'est séparée, j'avais 4 ans, en 1946. Et j'avais une gardienne qui était italienne, qui ne parlait pas français ni anglais. Alors, mes oreilles ont bourdonné de la musique de Dante. Alors, moi, à 6 ans, je parlais pas mal couramment italien. Après ça, j'avais un jeune frère, on était des pensionnaires. Et j'ai resté à ce moment-là sur la rue Saint-Hubert, sur la rue de Camillien-Hood. Hein? Et puis ma mère avait déjà travaillé pour Camillien-Hood. Alors, on a déménagé au coin de Marquette et Beaubien. 1952-53, la communauté italienne arrive. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au coin de Papineau puis Beaubien, il y a Cristofaro qui est là au garage, il y a l'épicerie Bonomo, puis il y a Ménic, le coiffeur, Paranzino, ça c'est un petit peu plus vieux que moi, alors. Moi, j'étais ami avec ces gars-là. Alors, plus tard, j'ai été pensionnaire pendant 12 ans, quand ta mère est séparée. Puis quand ta mère est séparée, quand tu as 4 ans, tu as un jeune frère, on ne dit pas que notre mère est séparée, hein? Parce que dans ce temps-là, c'était une honte. C'était pas facile. Alors, là, j'ai été pensionnaire à Ligo. C'est les Sœurs de la Providence. J'ai été c'est les Frères Saint-Gabriel. J'allais aux grèves de contre-cœur l'été. C'était comme un orphelin. Alors, tout ça pour vous dire que je suis rentré à la ville ici. Moi, j'ai travaillé au conseil de ville pendant 17 ans. J'étais au bureau du greffier. Alors, j'ai fait pas mal tous les jobs au bureau du greffier. Si vous allez aux archives, vous prenez les procès-verbaux du comité exécutif de 63-67, I was the one who typed it. OK? Alors, puis après ça, j'ai commencé à vouloir apprendre à faire de la politique. Je voulais apprendre à faire de la politique. Je m'occupais des règlements, j'étais de service avec le monde. C'est comme ça que je suis venu en politique, parce que j'aime le monde. J'aime le monde, puis je suis fier des amis. Puis quand je suis maire d'une ville, je suis maire de tous mes citoyens, sans exception. J'ai encore le cœur placé pour travailler pour eux. J'ai 77 ans, je suis en forme. Regardez ça, je vais vous montrer. Alors, pour vous dire, j'ai décidé de faire de la politique. J'étais allé au Parti libéral, j'ai donné mon nom, ils m'ont rappelé 3 mois après. C'est tranquille, il n'y a pas d'élection. J'étais allé au Parti conservateur, j'ai pris le nom du gars. Au bout d'un mois, j'ai appelé le gars, c'était tranquille. J'étais allé au NPD. C'est à rue Saint-Hubert au 39-20. Là, j'ai vu le secrétaire du parti. Il m'a donné 10 formules, il dit qu'il faut rentrer des membres. 3 piastres chaque. Le lendemain, je suis allé porter 30 piastres avec 10 membres. Monsieur Bissonnette? Oui. Autant que l'histoire est très intéressante, Oui, je vous demanderai de ramener vos paroles sur la motion. Madame la Présidente, vous êtes très gentille de me rappeler.
Alors, non, je m'en allais bien. Là, Mais demain, on pourrait prendre le temps d'écouter votre histoire parce qu'elle est tout aussi intéressante. Alors, tout ça pour vous dire que je me suis présenté à NPD, puis là, j'ai commencé à aller à l'église Notre-Dame de la Consolata pour offrir mes services à la population. Donc, je me suis impliqué dans la communauté italienne. Et j'ai été élu maire de Saint-Léonard en 1978. Alors, ça faisait 5 ans seulement que je restais à Saint-Léonard. Alors, tout ça pour vous dire que je suis impliqué dans la communauté italienne, mais à Saint-Léonard, on a réalisé une chose. On a eu le centre Leonardo da Vinci, qui a été fait avec la ville de Saint-Léonard, avec une amphithéose. Et puis, ce centre-là, aujourd'hui, c'est le fleuron de la communauté italienne, et c'est un centre extraordinaire. Tout ça pour vous dire que ce centre et la communauté italienne, c'est une intégration d'exemples d'excellence qui se sont ralliés à la communauté montréalaise, communauté québécoise et canadienne. Et je suis fier de la communauté italienne. Et comme ancien président de l'Assemblée nationale, j'ai tout fait pour avoir une bilatérale avec la communauté italienne, avec l'Assemblée nationale. Et Mme Harel également, nous avons travaillé les deux de pair pour que ça réussisse, mais ça n'a pas réussi, moi on a voulu le faire. Je vous remercie, Madame, de votre gentillesse. Merci beaucoup, M. Bissonnette. M. Rapana. Merci, Madame la Présidente et chers collègues. Vous comprendrez, c'est pas facile de prendre la parole après Bissonnette. Hein? Alors, j'ai pas l'intention d'intervenir pour convaincre personne sur la bonté, sur la nécessité de reconnaître cette motion, mais simplement pour apporter un petit élément pour enrichir un peu l'histoire et l'essor, la contribution de la communauté italienne à l'économie, à l'histoire, à la culture montréalaise, canadienne et québécoise. Et dans les années 2000 environ, j'étais président du comité des Italiens à l'étranger, j'ai représenté la communauté italienne du Canada à Rome, et à un moment donné, on s'est aperçu que le Canada était considéré comme une boîte fermée vis-à-vis les télévisions étrangères, donc l'information, la culture, les échanges. Au Canada, le Canada ne permettait pas aux télévisions étrangères de transmettre, de diffuser sur le territoire canadien, à l'exception des télévisions américaines qui s'étaient placées sur le bord de la frontière. Donc le Canada était la terre conquérie par les télévisions américaines et la télévision française, c'était une exception parce qu'ils transmettaient Radio France Outre-mer à travers un répétiteur qui était placé sur l'île de Saint-Pierre-à-Miquelon, qui s'est enclavée dans le territoire canadien. Donc, dans les années 2000, on a pris en main les dossiers et on a commencé à travailler avec la CRTC, avec le gouvernement du Canada, avec le gouvernement d'Italie, pour amener finalement la télévision italienne ici, au Canada. Il a fallu 5 ans d'activités, des combats, des batailles à tous les niveaux. On a présenté bien 2 fois 2 pétitions. La première en 2003, 40 000 signatures on a livrées à la CRTC. La deuxième en 2004, j'ai livré environ 200 000 signatures au CRTC, toujours visé à permettre à la télévision italienne de débarquer au Canada. Finalement, on a organisé 2 grosses manifestations à Ottawa, une devant les bureaux de la CRTC en 2003, l'autre sur la colline parlementaire avec 5 000 personnes en 2004. Monsieur Bissonnette, à l'époque président de l'Assemblée nationale, nous a aidé beaucoup en faisant approuver une motion à l'unanimité avec laquelle l'Assemblée nationale du Québec il appuyait la démarche de la communauté italienne et exprimait le souhait que la CRTC donnait l'autorisation à la RAI de transmettre au Canada. Finalement, pour faire une histoire courte, le 13 mai 2005, la CRTC donne l'autorisation finalement à la RAI de rentrer au Canada et le 5 juin successif, la RAI, la télévision italienne, transmettent à partir de Montréal, de Toronto et de Vancouver une transmission faisant rayonner Montréal partout dans le monde.
Vous comprendrez la diaspora italienne dans le monde, peut-être personne ou très peu de monde connaît. Et on compte environ 60 millions de personnes d'origine italienne à l'extérieur du pays. Donc vous comprendrez, c'est un marché énorme. Et quand on parle de télévision, d'information, on parle aussi de culture et bien sûr de commerce et d'économie. Ça pour vous dire que la contribution de la communauté italienne, c'était, oui, bien pour faire arriver la RAI, mais après la télévision italienne, des dizaines de télévisions étrangères sont transmises directement ici au Canada. Donc il y a des dizaines de communautés culturelles qui puissent recevoir la télévision de leur pays d'origine. Et ça, c'est un assort incroyable au patrimoine canadien et bien sûr au patrimoine culturel de Montréal. Et chaque semaine, en Italie, dans les pays du Maghreb, en Europe, Montréal rayonne parce que des services de la télévision italienne sont diffusés partout en Europe. Donc, ça, c'est la contribution que la communauté italienne de Montréal a donnée à l'essor de Montréal. Je pense qu'il fallait le souligner et j'aimerais déposer des documents à ces propos qui se réfèrent bien sûr à l'appui à la motion de l'Assemblée nationale dirigée à l'époque par mon collègue Michel Bissonnette et le discours que M. André Boisclair a tenu à l'occasion pour faire approuver cette motion. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Rapadan. Merci. Alors, c'est adopté.